commencer les travaux de votre atelier. Et en premier, je voudrais passer la parole au professeur Ali Hammani, qui est le directeur de l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II, qui voudrait vous dire quelques mots d'accueil. Merci. Merci, c'est Prati, notre cher directeur. Bien entendu, c'est toujours avec joie et surtout émotion en fait, que j'accueille nos anciens. Et à chaque fois que je rencontre ces anciens dans les couloirs, ça me rappelle des souvenirs. Très beau souvenirs, bien entendu, lorsque j'étais ici étudiant. Et on va dire, nous, un petit peu les anciens, on va dire nous Khadrami, si je peux dire comme ça, on a eu cette chance voilà, d'avoir des gens, des profs comme vous, des gens en fait, qui nous ont précédés, qui ont fait aussi la fierté de l'agriculture marocaine de façon générale, et qui ont aussi contribué au développement de l'agriculture rurale au Maroc. Je suis aussi chaque fois très ému lorsque les gens me parlent d'une manière très très positive de l'IAV Hassan II. Si je prends la parole, c'est juste pour vous souhaiter la bienvenue à votre établissement, à cet institut qui nous est tous cher. C'est aussi une occasion pour moi, pour vous demander de continuer à le soutenir, de continuer chacun bien entendu de son côté et avec la façon dont il souhaite. Et ce qu'on a aujourd'hui, cette conférence organisée, ou cette série de conférences organisées par l'association Experts et Développement Rural, qui d'ailleurs on se réjouit en fait dans laquelle il y a nos anciens en fait, qui continuent à réfléchir même plusieurs années après leur recours administratif. Et c'est une contribution, ce qu'on fait aujourd'hui ici, c'est gratuit, président, est une contribution à ce que fait l'IAV Hassan II, au rayonnement de l'IAV Hassan II. Et nous souhaitons, si vous vous rappelez, il y avait cette idée de démarrer des séries de conférences débats. Nous sommes toujours preneurs de ces conférences. Et je pense qu'on a parmi nous aujourd'hui, et même dans les absents, beaucoup d'expériences à partager, à transférer au nouveau. Il est très facile, comme on le sait, de transférer la connaissance, on va dire, qui est écrite, qu'on peut communiquer, mais il est très difficile de transférer cette connaissance, en fait, cette expérience qu'on a accumulée avec l'histoire, et c'est ça aussi l'objet aujourd'hui. J'espère que, en tout cas, si vous me permettez, par rapport à la thématique d'aujourd'hui, moi je pense que si on parle de modèle de développement, on peut aussi parler de développement de l'enseignement citoyen. Et l'IAV Hassan II, à mon sens, c'est un modèle. Grâce à nos premiers directeurs, c'est Prati, les directeurs qui ont suivi, nous avons mis en place un système d'enseignement supérieur d'ingénieurs unique. Et je peux dire, je pense qu'il est unique, pour être un petit peu, je pense qu'il est unique au monde. Vous pouvez, dans la même institution, tous les métiers de l'agriculture et du développement rural, est unique au monde. Et c'est quelque chose, à mon sens, à maintenir et à renforcer. En tout cas, soyez les bienvenus aujourd'hui. Et j'espère que les débats aujourd'hui sont riches. Et j'espère qu'à travers ça, si c'est relatif, nous allons aussi contribuer à cette réflexion d'optimisation à l'échelle du travail. Merci. Merci, pour tes mots chaleureux d'accueil. Je voudrais saluer donc la présence nombreuse
Je vois donc des étudiants, des anciens enseignants, des chercheurs, des économistes, des sociologues, des nutritionnistes, enfin, tout un panel qui va traduire sans doute dans les débats l'intérêt et la vision que devrait en fait développer ce nouveau modèle de développement. Alors, je voudrais donc vous dire que votre présence témoigne de l'intérêt que vous portez à notre thématique, le nouveau modèle de développement, qui a fait l'objet de la haute sollicitude de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, dont il a exprimé un certain nombre de points de vue et de données essentielles qui pourraient constituer déjà le cadre dans lequel devra se développer ce nouveau modèle de développement. Alors pourquoi un nouveau modèle de développement? Dans son discours à l'occasion de la fête du trône, le 31 juillet 2019, Sa Majesté le Roi Mohammed VI souligne, je cite, « l'incapacité de notre modèle de développement à satisfaire les besoins croissants de nos concitoyens, à réduire les inégalités sociales et les disparités spatiales. » Il poursuit. Nous avons appelé à sa réévaluation et à sa réactualisation. Une commission spéciale chargée du nouveau modèle de développement sera mise en place à la rentrée. Dans son discours, Sa Majesté jette un éclairage précis et détaillé sur ce que sera cette commission spéciale, sa composition, la qualité de ses membres. Je cite, « Nous attendons de cette commission qu'elle remplisse son mandat avec impartialité, objectivité, en portant à notre connaissance un constat exact de l'état des lieux, aussi douloureuse et pénible puisse-t-elle être. Audace, solution adaptée, esprit d'initiative, sans s'élever des responsabilités, recommandations adoptées, conclusions judicieuses, voilà en fait le cadre qu'il a défini, un cadre qui nous interpelle aujourd'hui et qui nous ouvre des horizons de liberté d'expression respectueuse, cela va de soi, des valeurs fondamentales qui nous animent. Alors, encouragé par les termes de référence, si je peux dire, qui définissent les contours et l'approche de nos réflexions, je vous demande, chers amis experts du panel et participants de cette honorable assistance, de me permettre d'exprimer une vision personnelle que je souhaite partager avec vous, recueillir vos observations et interrogations. J'aimerais préciser cependant que la priorité sera réservée à nos panélistes. La priorité sera réservée à nos panélistes qui ont la charge d'introduire notre atelier et d'exprimer en priorité leur vision, leurs appréhensions, etc. J'ai quelques propositions à inscrire, sauf objection de votre part, à l'ordre du jour de notre atelier. En premier, il me paraît que le nouveau modèle de développement devrait s'inscrire sur 3 à 4 décennies, tant les défis et les contraintes à lever sont complexes, exigeantes en matière d'efforts et de mobilisation de la société civile d'une manière générale, tout en réservant une place de choix à la mobilisation et à la participation de la jeunesse, qualifiée par Sa Majesté de richesse nationale. Ma deuxième proposition concerne les défis et les contraintes qui sont nombreux et concerne tous les volets de nos politiques de développement économique et social durable,
sûrement plus en matière de développement social, comme l'a souligné Sa Majesté dans de nombreuses interventions toutes récentes. La question de l'éducation de qualité me paraît le levier prioritaire pour l'élaboration, la mise en œuvre sur la durée du nouveau modèle de développement, sans ressources humaines qualifiées pour servir les demandes multiples et diverses. Que serait le nouveau modèle de développement? Il me paraît que ce chantier, moult fois abordé, discuté parfois avec passion et sens partisan, serait la priorité du nouveau modèle de développement. Ainsi, dans le rapport analytique de la mise en œuvre de la Charte nationale de l'éducation et de la formation pour la période 2000-2013, notamment dans son introduction, j'ai retenu ces quelques lignes que je vous cite. Les réflexions sur les nouveaux modèles économiques, ce rapport analytique date de 2014, de décembre 2014. Les réflexions sur les nouveaux modèles économiques nous amènent à repenser la place de l'éducation dans le modèle économique du pays. Les travaux d'Amartya Sen sur le développement humain ont lié tout modèle économique au renforcement des capacités dont l'éducation est une composante importante. La suite est très intéressante à consulter, mais je n'abuserai pas du temps qui m'est imparti et je vous laisserai le soin de le découvrir dans ce rapport sur l'éducation nationale. L'autre défi qui s'impose et qui est qualifié de majeur, c'est la lutte contre les changements climatiques. Nous pouvons dire et être fiers de clamer haut et fort que notre pays a consenti des efforts énormes pour développer diverses stratégies, une charte nationale de l'environnement, des lois et règlements, des outils pour l'action et le partenariat public-privé. De grands projets pour le développement des énergies renouvelables, solaires, éoliennes et hydrauliques ont vu le jour et continueront pour assurer de plus en plus notre indépendance énergétique et réduire au strict minimum les énergies fossiles émettrices de gaz à effet de serre. Il faut souligner que le Royaume du Maroc n'est pas un pollueur au niveau des grandes nations industrialisées. Dans ce domaine, notre priorité devrait être l'adaptation aux conséquences dévastatrices des changements climatiques. Un premier grand projet est pratiquement en fin de réalisation, c'est les 550 000 hectares irrigués au goutte à goutte qui a été introduit dans le cadre du plan Maroc vert. Est-ce suffisant? Bien sûr que non. L'adaptation devrait accéder à une généralisation de la sensibilisation des populations depuis la tendre enfance au niveau de l'école et jusqu'à l'université pour forger dans les esprits de notre population cette nécessité vitale qui pourrait, si rien n'est fait, compromettre le nouveau modèle de développement. J'ai parlé des défis qui me semblent incontournables et dont il faut mettre en place les moyens et les outils pour les relever et y faire face pour assurer le succès de notre nouveau modèle de développement. Quels outils pourrais-je proposer? Et là, je m'avance avec précaution, mais je m'avance quand même. Un ministère d'État chargé de la lutte contre les changements climatiques et les pollutions sur terre et sur mer, de la préservation de la biodiversité de nos écosystèmes terrestres et marins. Un ministère d'État chargé de l'organisation et de la mobilisation de la société civile. Telles sont mes propositions. Je laisse le soin au président, professeur Sermet Razali, d'organiser les discussions de notre atelier après que nos amis panélistes aient exprimé leurs propositions. Je vous remercie pour votre attention et vous exprime des souhaits pour la réussite de nos travaux.
donne la parole à mon ami, le professeur Ahmed Razali, professeur des sciences juridiques de la faculté des sciences humaines, de droit et d'économie de l'université de Rabat. J'avais un petit papier pour le présenter qu'il m'a écrit de sa propre main, et je ne sais pas où je l'ai mis, je m'en excuse, mais j'aurai l'occasion de le représenter au cours de nos débats, pour que nous le connaissions, vous le connaissiez un peu plus. Il est actuellement très actif dans de nombreuses ONG, dont il assure parfois la présidence, et donc il est très actif, et il est actuellement le président d'Al-Amana Microfinance, que vous connaissez sans doute pour le microcrédit, et le président de la Fédération des associations de microcrédit. Ahmed, je vous passe la parole. Vous êtes le président. À vous de nous dire comment vous orientez les travaux de cet atelier et comment vous souhaitez que les interventions soient dirigées par vous-même et par l'appui et l'aide que nous pourrions vous apporter. Merci. Merci beaucoup, cher Sidi Mohamed, cher ami et compagnon de fortune. Dans un domaine où j'ai eu le loisir de le découvrir, celui de l'inclusion financière des populations défavorisées à travers le microcrédit. Et bien évidemment, qui ne connaît pas Sidi Mohamed Sedrati à travers son parcours, aussi bien en tant que commis de l'État qu'en tant qu'enseignant-chercheur dans des domaines très importants et très sensibles, en rapport direct avec la problématique qui est aujourd'hui. Merci beaucoup de m'associer à pied levé, et même, je dirais, à main levée, à cet atelier. Je m'y emploie avec mes modestes moyens dont je dispose, intellectuels et également de feeling, à propos de ce fondamental qui est celui du développement et du modèle de développement. J'aurai bien évidemment la possibilité, si vous le permettez, d'émettre aussi quelques observations d'ordre général, quelques propositions aussi, quelques problèmes en rapport avec ce qui nous occupe. C'est comment nous déployer vers l'avenir afin d'assurer, pour utiliser des termes très terre à terre, un confort collectif pour le plus grand nombre des composantes de la communauté nationale. Ça, c'est le défi fondamental qui est le nôtre aujourd'hui. Et lorsqu'on va nous pencher sur le modèle de développement qui était le nôtre, à supposer qu'on ait eu un modèle de développement, c'est une grande question. Mais en tout cas, on a eu une seule modèle de carrière, c'est-à-dire qu'on a eu pendant 60 ans un modèle de développement qui a été revisité périodiquement pour l'adapter aux besoins des politiques, principalement. Bien, merci beaucoup. Eh bien, la question est de savoir maintenant quelle trajectoire future on devrait emprunter pour essayer de régler les problèmes qu'on a accumulés et les goulots d'étranglement de toutes sortes qu'on a accumulés tout au long de ce parcours de la communauté nationale depuis une soixantaine d'années. Mais avant de vous dire quelques mots là-dessus, je voudrais, puisque tu me charges aussi d'assurer la coordination et l'animation de cet atelier, si vous le permettez, je voudrais d'abord donner la parole à professeur Larbi du CONI, qui est à ma droite. Je te laisse le loisir de dire quelques mots à son propos, parce que j'ai pas eu le temps de recueillir ces informations, mais c'est important. Je sais qu'il est connu parmi vous tous, mais la tradition oblige, il faudrait quand même qu'on dise quelques mots au bénéfice de notre professeur, si tu veux bien le présenter, avant de lui redonner la parole. Merci. Bon, je crois que c'est la
agronome, agroéconomiste, agro-sociologue, qui a travaillé beaucoup dans le développement rural. Le développement rural durable, bien entendu. Il est connu pour son franc-parler. Et par conséquent, ne vous inquiétez pas si, par sa verve, il va créer une ambiance de passion dans les réflexions, peut-être de la salle, qui, j'espère, vont intervenir et lui tenir la dragée haute. Parce qu'il a besoin, parfois, non pas qu'on le, comment dirais-je, qu'on l'embête, mais qu'on lui tienne tête, pour justement faire ressortir de chez lui, comme dirait, je ne sais plus qui j'ai oublié, la substantifique moelle, c'est-à-dire l'expression profonde de sa pensée. Alors, je n'en dirai pas plus, puisque le temps nous est compté, et je demande à Siardi, donc, suite à la demande du président, d'intervenir brièvement en introduction. Merci Simon, merci Sibazali, merci à l'association de m'avoir invité à partager avec vous ce moment de réflexion qui est sur le point de, j'allais dire, de s'exprimer encore davantage dans les jours, peut-être les semaines à venir, quoique depuis l'annonce de cette réflexion nationale sur le nouveau modèle de développement, de nombreuses institutions, organisations, partis politiques, sociétés civiles se sont mises à réfléchir et à formuler leurs réflexions et leurs propositions de nature à constituer, à servir comme matériau de base à la Commission nationale dont le président vient d'être désigné et dont les membres peut-être seront incessamment désignés. Comme l'a si bien rappelé, précisé Sir Mohamed, je ne déroge pas à la réputation que j'ai d'être quelqu'un qui a le franc-parler. Pourquoi je reviens sur ça? Pour une raison toute simple, je suis quelqu'un de direct, de transparent, parfois provocateur, pour ne pas dire souvent. C'est qu'il est vrai que le format organisationnel de cet atelier devait voir le déroulé de 3 conférenciers. Un éminent économiste qui devait traiter du volet économique du domaine de la question du développement et du modèle. Le second devait traiter des aspects institutionnels et culturels. Et moi, en principe, je devais intervenir en dernier, c'est juste un ordre, c'est tout, sur les aspects spécifiquement sociaux. Il se trouve que, pour des raisons certainement justifiées, les 2 autres conférenciers ne sont pas parmi nous. Mais j'espère qu'ils ont au moins, j'allais dire, la gentillesse, pour ne pas dire davantage, de s'excuser suffisamment à l'avance auprès de l'association qui a quand même pris le soin de les inviter depuis fort longtemps et à laquelle, me semble-t-il, avait donné leur conférence. Donc je ferme cette parenthèse. Tout ça pour dire que finalement je vais prendre, j'allais dire, une certaine distance par rapport à ce que j'avais prévu de partager avec vous pour peut-être brosser un tableau global de manière à ouvrir le débat. Je ne me considère absolument pas comme étant un spécialiste de toutes les questions du développement, mais je crois que j'ai suffisamment lu, suffisamment vagabondé à travers le pays et même au-delà du pays pour peut-être accumuler un certain nombre d'expériences, d'enseignements qui méritent d'être diffusés et surtout discutés, débattus, quitte même à les décompter, à voir qu'est-ce qui peut être utile, qu'est-ce que ne peut l'être. Et donc, la question du modèle, c'est même, c'est Razali avait pris le soin de dire encore faudrait-il qu'on ait un modèle. Parce que, me semble-t-il, l'exercice auquel notre pays, dans lequel notre pays s'est engagé depuis le discours royal sur cette problématique, depuis le discours de 2017, c'est qu'aujourd'hui, il y a une unanimité
qui a d'ailleurs été consacré par le discours de la plus haute autorité du pays, comme quoi il y a beaucoup de choses qui ne vont pas comme il faut. Je le dis comme ça, pour ne pas appuyer trop sur l'abcès. C'est que nous sommes dans une impasse sérieuse, grave. Et il n'y a pas plus grave propos que ceux qu'avait utilisé, formulé Sa Majesté. Donc, je crois qu'il n'est plus de question de rester déclarant de vote. Et pourtant, depuis de longues années, de multiples voix d'intellectuels, de chercheurs, d'universitaires n'ont cessé d'attirer l'attention des pouvoirs publics sur les problèmes qui étaient en train de couvrir et de se développer et de s'amplifier et de s'aggraver. Donc, pour faire la part des choses, quand j'évoque ça, cet aspect, je pointe déjà un problème. Alors, on n'ira pas loin, quel que soit le modèle qui sera adopté, s'il n'y a pas une véritable remise en cause de nos comportements, de nos attitudes et de nos pratiques, à tous les niveaux de la société, et à commencer par les décideurs, et par les managers, par ceux qui détiennent les pouvoirs, j'allais dire, de formulation, d'exécution. Une question, ou là, une dimension, ou là, un levier, ou là, une mesure. C'est Mohamed tout à l'heure, il a pris le soin déjà de lancer au débat d'un certain nombre de suggestions. Je crois que notre pays a beaucoup pâti, nos politiques publiques et donc nos populations ont beaucoup pâti de l'absence, de la présence institutionnelle d'organes d'évaluation des politiques publiques. Il est vrai qu'il y a la Cour des comptes, mais la Cour des comptes ne peut pas couvrir tout avec le rythme souhaité. Parce que ces choses évoluent tellement vite que les dispositifs de monitoring, de suivi d'évaluation des politiques publiques doivent être le plus déconcentrés possible et décentralisés. Donc on a véritablement besoin aujourd'hui, à l'instar d'autres pays, y compris les pays au rang dans notre pays, en termes de développement, nous avons impérativement besoin de l'instauration institutionnelle, juridique d'une instance en charge d'évaluation, du suivi d'évaluation des politiques publiques. Et là aussi, il faut préciser certains aspects. Dans notre, je ne sais pas, ça vient d'où, dans notre peut-être culture, du moins administrative, je ne pense pas que ce soit la culture de la société marocaine, mais de notre administration, de nos institutions publiques, l'évaluation est toujours perçue comme étant quelque chose d'agressif, de négatif, de destructeur. À tel point que ceux qui remettent, ou là qui osent interroger, interpeller certaines politiques publiques, ils sont systématiquement taxés de adamie, c'est-à-dire des nihilistes. Or, ce n'est pas du tout l'esprit de l'évaluation. Et encore plus de l'audit. Ce n'est pas la même chose. Ok? Donc, on n'ira pas loin s'il n'y a pas de souci direct. Pourquoi je dis ça? Parce que l'exercice auquel on souhaite participer aujourd'hui, c'est un exercice, j'allais dire, singulier. Pourquoi? Parce que le fait de dire que le modèle actuel, notre modèle actuel s'essouffle. Et pour justifier ce constat, il est vrai, on relève un certain nombre d'indicateurs d'ordre économique, sociaux, politique, institutionnel, culturel, etc., financier, bien entendu, qui étaye ce constat. Voilà qu'il y a une évaluation pour qu'il puisse avoir un sens. Il faut qu'on ait un référentiel. Donc c'est comme si on n'a pas ce référentiel, à ma connaissance. À ma connaissance, le Maroc, depuis son indépendance, à maintes reprises, à des moments précis de son histoire, depuis l'indépendance, avait tenté de se doter de référentiels formalisés. D'après ce que, si j'ai bien compris, peut-être les amis qui sont peut-être plus anciens et qui ont vécu ce moment de l'histoire de notre pays, à ma connaissance, la première véritable expérience qu'on pourrait évoquer à ce titre,
C'est l'expérience du gouvernement de Saadna Ibrahim avec Saad Rahman Bouabi en tant que ministre de l'économie et des finances, puisqu'on parlait d'un plan de développement qui restait référence. Encore faut-il préciser, un plan, ce n'est pas un modèle, mais quand même, c'était une tentative. Et puis, le Maroc a pris de la distance par rapport à ce plan. Et puis, on a repris les planifications. Plan quinquennal, triennal. Et depuis 2000-2004, c'est-à-dire depuis le plan quinquennal, qui avait été élaboré du temps du gouvernement dit d'alternance consensuelle, sous la présidence de Saad Rahman Yousfi, il n'y a plus de... Et donc aujourd'hui, nous sommes dans un exercice singulier qui consiste à imaginer ou à construire un modèle économique que nous évaluons a posteriori, c'est-à-dire à travers les résultats qu'il a permis d'atteindre ou de ne pas atteindre. Et donc c'est quelque chose d'important. Aujourd'hui, peut-être que le Maroc s'offre une occasion d'ouvrir un débat large, national, sur la formulation et l'adoption collective et formelle d'un document ou d'un référentiel qui sera le modèle de développement du Maroc pour les années à venir. Donc ça c'est juste un cadrage premier. Évidemment, quand on évoque un plan de développement, première question qui se pose, et qui me paraît être la plus pertinente à se poser aujourd'hui, c'est de savoir quel projet de société notre pays souhaite se donner pour l'avenir, pour, je ne sais pas, la génération à venir. C'est un projet de société. Et j'irai même plus loin, en empruntant une expression utilisée par Sa Majesté dans l'un de ses discours, il est même allé jusqu'à parler de contrat social. C'est une question fondamentale. C'est pas juste comme ça. Les gens, s'ils revenaient c'est un contrat social qui doit être renouvelé. Donc l'appel est très fort. Le fait de faire appel à ce concept, à cette notion de contrat social signifie que nous sommes véritablement besoin, dans une phase historique de l'évolution de notre société, qui a besoin de se doter d'un nouveau projet de société, qui devra être formulé et adopté en tant que modèle de référence, qui doit guider, qui doit cadrer toutes les politiques publiques d'avenir. Le choix, évidemment, dans ce projet de société se pose quel type d'économie, économie plurielle, économie sociale, économie marchande, économie publique. Donc le débat devra nous conduire. Et tout cela devra être fait dans le cadre d'une approche largement participative, pour ne pas dire démocratique, c'est-à-dire une démocratie qui consacre la centralité de l'individu, du citoyen, au cœur des politiques publiques, comme à la fois levier et finalité. Et donc le modèle de développement du pays revient en définitive à se doter d'une feuille de route, d'un schéma qui devra baliser, orienter, encadrer les politiques publiques à l'avenir. Et donc aujourd'hui, où est-ce qu'on en est en termes d'appréciation de ce modèle que la plus haute autorité du pays considère comme étant au bout de sa validité, de sa vie. Il s'y souffre. Et avant de passer en revue rapidement quelques indices, quelques indicateurs de l'état des lieux, un modèle de développement se caractérise par un certain nombre d'éléments, qui sont au nombre de 5. Il doit mentionner les rôles respectifs des acteurs sociaux dans leur diversité. Il doit prendre acte et faire les choix sur le mode de régulation et les formes de gouvernance. Il doit se prononcer sur le système de production, c'est-à-dire quel secteur d'activité, quel type d'activité économique devrons-nous privilégier. Donc il y a un choix à faire, une hiérarchisation à établir, etc. Quel système de services publics devrons-nous offrir à nos citoyens et à quelles conditions? Et puis, la
évidemment, c'est incontournable dans le contexte d'aujourd'hui, c'est quelle politique pour permettre à notre pays de réussir une insertion dans l'économie mondiale. Voilà un peu, je vais dire, les grandes caractéristiques de... Et donc, rapidement, les constats qui peuvent nous aider à étayer cette appréciation, je vais dire, très négative sur les limites du modèle que nous utilisons depuis plusieurs années déjà, c'est, on peut se poser la question, est-ce que c'est un modèle qui permet aujourd'hui au Maroc de réaliser une prospérité économique, au sens économique du terme. Et là, c'est très simple. Une petite parenthèse, vous constatez que la formulation comporte trois mots, trois termes. Modèle de développement du Maroc ou du pays. Et là, le modèle, j'ai dit, c'est un référentiel, c'est un schéma, une feuille de route. Le développement, ne pas confondre avec croissance. On peut réaliser des performances extraordinaires en termes de croissance économique, qui est mesurée généralement à travers la croissance du produit intérieur brut, mais une croissance ne vous garantit pas un développement du pays. Et donc là, il y a l'aspect quantitatif, des valeurs, des richesses en termes économiques. Le développement intègre la notion de redistribution, de répartition de cette richesse créée. Vous pouvez être riche, mais sous-développé. Mais vous ne pouvez pas être développé si vous ne produisez pas de richesse. Il faut produire quelque chose à distribuer, à répartir. Et donc le levier économique est essentiel. Le levier économique et le développement économique est essentiel. Il se trouve aujourd'hui que notre économie reste très fragile, très volatile. Le niveau de taux de croissance n'est pas suffisamment élevé pour générer suffisamment de richesses et d'emplois et de revenus. C'est évident. Je n'ai pas besoin de rappeler toute la batterie des statistiques, ô combien précieuses, produites, notamment par le Haut-Commissariat au plan. Et là aussi, j'ouvre une parenthèse. De temps en temps, j'injecte des pics, au sens constructif du terme. Une autre valeur, parce que je devais parler des valeurs. Valeur, c'est une des valeurs consacrées par la Constitution du pays de 2011. C'est l'accès à l'information qu'on étudie aujourd'hui. Vous pouvez taper à la porte de n'importe quel ministère, vous demandez des informations, des statistiques, vous ne les aurez pas. Sauf le Haut-Commissariat au plan. Et encore, le Commissariat au plan, parfois, il réalise de belles enquêtes, mais il les met dans le tiroir et attend 2-3 années après avant de les publier. Exemple récent, et je le dis publiquement, je n'ai pas un ingénieur de dire, je suis depuis le mois de juillet, et c'était aussi des aspects, des résultats, des réflexions avec lesquels que je partage avec vous, en primeur. Depuis le mois de juillet, je pilote, je coordonne une étude pour le compte de l'Institut royal des études stratégiques. Sur quoi? Sur l'émergence de la classe moyenne globale. Quand vous travaillez pour une institution, dans le texte de création spécifique, que toutes les administrations sont dans l'obligation de livrer à cet institut des statistiques. Je travaille, je pilote, je coordonne une équipe sur classe moyenne rurale. Dès que vous parlez rurale, vous ne pouvez pas y réfléchir sans commencer d'abord par l'agriculture. Je demande les résultats du recensement général de l'agriculture de 2016, blackout, McKinsey. Même pour l'Institut royal des études stratégiques. Ça fait un mois que je talonne le ministère de l'Aménagement du Territoire pour échanger avec eux sur les stratégies en matière d'aménagement de l'espace, de territoire. C'est fondamental. Sur les centres émergents, rien. Et je peux démultiplier ministère de l'Éducation, ministère. Donc là,
Les politiques de suivi, les politiques de... D'ailleurs, je n'ai pas besoin de vous rappeler, dans l'un de ces derniers discours, Sa Majesté avait tenu, je crois même que c'était lors de l'ouverture de la session parlementaire du mois d'octobre dernier, vous pouvez revenir au discours, où il parle de la nécessité de soumettre les politiques publiques à des évaluations rigoureuses et à faire circuler les statistiques et à produire des statistiques. C'est mentionné. Et pourtant, on continue. Tout ça pour vous dire, le Maroc n'a jamais été en manque d'idées. Il n'a jamais manqué de loi. Il n'a jamais manqué de stratégie, de vision, de volonté. Walakin, je n'arrive toujours pas à m'expliquer, à ma petite échelle, qu'est-ce qui explique la schizophrénie dans cette société. Pourquoi on affiche des choses et on les adopte même au niveau de la Constitution et ils ne sont pas mis en application. Je ne comprends pas cet état de fait. Est-ce un trait culturel? Est-ce? Je ne pense pas. Pour être encore plus provocateur, que pour rester fidèle à ma nature. Et tout ça pour provoquer le débat. J'ai le sentiment que depuis quelques années, le blackout est devenu quasi total à la soviétique, alors qu'avant, on accédait au niveau des ministères, de tous les ministères de l'information, aux documents, etc., etc. J'ai l'impression que plus le temps passe, plus le monde s'ouvre et plus notre administration se referme sur elle, devient opaque. Pour la transparence, il y a les valeurs instaurées pour un pays qui a la longue mission de s'inscrire dans la modernité du monde. Je pose une hypothèse provocatrice. Je crois que ça tient beaucoup plus à l'état de fait débarrassant. C'est qu'on a appauvri terriblement notre administration. On ressort de et les gens qui se comportent comme ça, c'est des incompétents. Ils ont peur parce qu'ils sont incompétents. Parce que s'ils sont compétents, ils peuvent défendre leur programme, leur politique, leurs statistiques, leurs évaluations. Quelqu'un qui se sent faible, qui n'est pas sûr de lui-même, les fils, comme on dit. Je crois que c'est la seule explication que je puisse de ma culture rurale. Et j'en suis fier de faire référence à cette culture. Donc voilà un autre levier aussi. Il y a des textes, il y a une coaching, mais où est l'application? Il y a la redevabilité. Et là aussi, je vais aller plus loin. Ça ne tient pas uniquement à des personnes, à des structures. C'est tout le modèle qui pose problème. Je suis très pragmatique et direct. Et je suis interprétable au premier degré. Maintenant, je lève donc les degrés multiples. Est-ce qu'on peut dire que nous sommes un pays qui prétend avoir fait le choix d'un modèle démocratique, de la pluralité politique, etc. On organise des élections qui sont de plus en plus transparentes, etc. Est-ce que vous pouvez réclamer dans un exercice démocratique où la sanction se fait lors des élections, est-ce que vous pouvez demander un compte à un gouvernement aussi hétéroclite? Aujourd'hui, le programme, c'est de qui? C'est le programme de personne. C'est un amalgame, un ramassis de bout de programme. C'est pas mon programme, c'est le programme d'un gouvernement de coalition. Tout ça pour dire, est-ce que le modèle électoral que nous adoptons jusqu'à aujourd'hui peut nous permettre d'aller vers cette voie de redevabilité, d'évaluation des politiques publiques, etc., etc. Il a pris objectivement, objectivement, même le parti qui est venu en tête, ou le dernier des 6, ou le 4, on ne peut pas leur tenir rigueur parce que ce n'est le programme de personne. Pour se diviner complètement et se dédouaner, il y a le droit, ça donne un droit, ça, les programmes, Sa Majesté. Ah,
وإحنا اللي كان نعطيوها الشيء اللي كان c'est le programme de Sa Majesté, c'est quoi ça? Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, et là aussi, une autre valeur que je voulais introduire dans mon propos, c'est la cohérence. Cohérent. Cohérent avec ce qu'on affiche comme ambition, cohérent avec les choix qu'on acte à travers des lois, des institutions, des mécanismes, des financements, etc. Qu'on soit cohérent. On prétend vouloir de l'équité quand on voit les choses comment elles se déroulent, ils sont loin d'être équitables. Donc il y a un problème de cohérence des politiques publiques, par rapport à leur référentiel politique et par rapport au pays, à la population, aux citoyens auxquels ils ont à faire affaire. Et là, une autre... Je suis en train de... Non, c'est pas ça. Il n'y a pas de tentative exhaustive, c'est ça ce que je voulais dire.